Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Khalid Hamadani, vous êtes le directeur de l'Institut Éthique et Diversité. Maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyste politique. Et Mohamed Jaïs, vous êtes membre de l'opposition marocaine. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Comment résoudre durablement la crise qui secoue le Rif marocain? Avant d'en parler avec vous, je propose d'écouter ce qu'en dit le roi Mohamed VI du Maroc. C'est à l'occasion d'un discours prononcé le 13 octobre 2017 devant l'Assemblée nationale marocaine. On écoute le roi, on en parle après. Mesdames et messieurs les parlementaires, si le Maroc a réalisé des progrès manifestes mondialement reconnus, le modèle de développement national, en revanche, s'avère aujourd'hui inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale. À cet égard, nous invitons le gouvernement, le Parlement et les différentes institutions ou instances concernées, chacun dans son domaine de compétences, à reconsidérer notre modèle de développement pour le mettre en phase avec les évolutions que connaît le pays. Alors, messieurs, quelques chiffres avant de décrypter cet extrait du roi que nous venons d'entendre. Le Maroc, ce n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas un pays qui vit de slogans et d'incantations. Quelques chiffres sur le Maroc. Le Maroc, c'est plus de 100 milliards de dollars de PIB, c'est 4,8% de taux de croissance du PIB, c'est 4 140 $ par habitant. Et le Maroc, c'est le premier investisseur africain en termes d'investissement direct étranger, avec notamment 5 milliards de dollars en 2016. Voilà ce qu'est le Maroc. Alors, le roi propose, et c'est très inédit, M. Hamdani, le roi propose, d'abord il part du constat que le modèle de développement du Maroc a généré des inégalités. Oui. Qu'il faut absolument corriger, et il propose la remise à plat du modèle du développement du Maroc. Et moi, je vous pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi n'avoir pas fait ce diagnostic un peu plus tôt? Ça aurait sans doute permis de contenir cette crise et de satisfaire les revendications un peu plus tôt. Pourquoi le roi constate maintenant que le modèle de développement marocain a échoué, ou du moins a généré des inégalités? Quelque part, la réponse est dans la question. D'accord, dites-nous. Lorsque vous donnez les chiffres que vous venez de donner, en 1975, par exemple, parler de ces chiffres pour le Maroc, c'était de la science-fiction. On est d'accord. Donc, quand on gère un pays, ce qui est très difficile, car la critique est aisée, hélas, mais l'art est difficile, on a des priorités. La première priorité, c'était d'inscrire le Maroc, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de ressources énergétiques, qui n'a pas de ressources minières, en dehors du phosphate, bien entendu. En dehors du phosphate, vous savez bien que... C'est pas rien. Ce n'est pas des minerais rares qui sont stratégiques. On est d'accord. Il a de l'or, de l'argent. Donc, le Maroc n'a pas des ressources, notamment pétrolières, et une facture pétrolière qui a énormément flambé. Il fallait d'abord inscrire l'économie marocaine dans l'économie mondiale et trouver une place dans ce qu'on appelle la division internationale du travail. Ça, des économistes le savent, notamment les économistes de gauche qui sont les théoriciens du développement. Le Maroc a trouvé aujourd'hui sa voie et s'enracine dans son espace naturel qui est l'Afrique. À partir de là, ce qui a été négligé, sur lequel il y a trois choses qui ont été négligées, à mon sens. La première, c'est l'instruction, avant d'arriver aux inégalités. L'instruction. Car l'instruction, l'éducation nationale, si vous préférez, moi je parle d'instruction publique, elle était totalement négligée, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une urgence absolue. La deuxième, c'est effectivement la santé. Là aussi, on a un enjeu majeur. Et bien évidemment, la réduction des inégalités entre les régions et la réduction des inégalités au sein de la population. Là, il y a effectivement les vrais chantiers. Il le reconnaît lui-même. Vous avez passé un extrait qui montre que le modèle actuel de redistribution, ceci se passe dans un monde où les inégalités se sont creusées, où le modèle keynésien est mort.
ou la financiarisation excessive de l'économie, mais en France aussi, les gens s'appauvrissent. Les écarts n'ont jamais été aussi grands entre les petites fortunes du haut et l'immense majorité des classes moyennes. Donc on est aussi dans un monde qui a une économie qui ont profondément changé. Et pourtant, le Maroc, vaille que vaille, fait mieux que d'autres et essaye de faire aussi bien que nos espérances, nous qui aimons si bien et tant bien notre pays. Monsieur Jaïd, le diagnostic du roi vous satisfait? Il fait un diagnostic courageux, humble et pose la solution, remettre à plat le modèle de développement. Et il charge toutes les institutions du royaume à faire en sorte que les inégalités se resserrent, que chaque Marocain ait droit à sa part de dignité. C'est un diagnostic qui vous satisfait? Alors, je vais revenir sur les chiffres tout à l'heure, sur tout ce qui a été... Non, pas du tout. J'ai d'autres chiffres qui pourraient compléter en fait la visite. Allez-y, absolument, c'est pas pour... Par rapport, je reviendrai sur les chiffres après. Par rapport au discours, si vous prenez, je l'ai dit sur une autre chaîne, si vous prenez le discours du roi, si vous masquez le nom de celui qui l'a prononcé, vous le donnez à quelqu'un pour le lire, il va vous dire probablement c'est le chef de l'opposition qui a prononcé ce discours. Or, là, mais c'est problématique en fait. On parle du chef de l'exécutif. En fait, c'est le chef de l'exécutif qui reproche à qui? Vous voulez qu'il soit dans le déni, qu'il dise que tout va bien? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous êtes en fait dans. Imaginez le président d'un pays qui arrive à la fin de son mandat et qui vous dit. Eh bien, en l'occurrence, ce n'est pas à la fin de son mandat. Je sais pas. En tout cas, là, il est au pouvoir. Personne ne peut espérer ce que vous venez de dire. Je n'espère rien. J'espère que mon pays ira pour le mieux. Et notre pays ira pour le mieux si nos institutions restent respectées. Je ne vous ai pas coupé. Je vous ai écouté patiemment. Je regrette de vous avoir coupé. Je vous ai écouté patiemment. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais juste mentionner avec plus de clarté, c'est que ce discours-là ne pourrait pas être un discours d'un chef d'exécutif. Il doit prendre ses responsabilités. Il n'a pas pris ses responsabilités. En fait, le Maroc, donc ces chiffres sont le fruit du hasard. Excusez-moi. Ce n'est pas sa responsabilité sur le négatif. Laissez-moi aller au bout de ma logique. Laissez dire des choses un petit peu inacceptables. Laissez-moi aller au bout de ma logique. Quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Je pourrais faire pareil. Vous ne m'interrompez pas, je vous en remercie. J'essaierai de faire de même. Je pourrais faire pareil, alors écoutez-moi s'il vous plaît. De réagir. Ce que je dis, c'est que là, on est au bout de 17 ans et on vient de dire « Ah là, ça ne va pas par ici, ça ne va pas par là ». C'est pas du tout... Notre modèle fonctionne à l'international. Nous avons réussi à nous J'y reviens pour l'international. Dans l'économie internationale. Ça, c'est mais à l'interne, il nous faut. Voici nos problèmes, voici comment nous pouvons les régler. C'est faux, parce que toute politique étrangère ne pourrait être que la continuité de la politique interne. Si on est instable à l'intérieur, on pourrait être qu'instable à l'extérieur. Et en fait, tous les investissements en Afrique, ils sont motivés par un seul moteur, qui est le Sahara occidental. Là, on essaye de construire... Je suis sûr et certain. Je dis le Sahara occidental, vous pouvez dire le terme qui vous arrange. Le Sahara occidental... Parce que moi, j'aime mon pays, je suis un patriote. Dites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas le censeur. Je ne suis pas le censeur de ce que vous dites. Mais je ne vous ai pas censuré. Je dis Sahara marocain pour rétablir. Ne soyez pas le censeur. D'accord, j'ai le droit de dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire Sahara occidental, Sahara martien, Sahara français, espagnol, ce que vous voulez. Mais moi, je répète le Sahara marocain. Donc, votre remarque n'a pas de place. Allez-y. Le Sahara occidental, en fait, c'est tout ce qui motive en fait la politique étrangère. C'est le seul critère qui le fait bouger. Expliquez-moi. Les investissements massifs du Maroc, des là, je suis coupé à plusieurs reprises. Du coup, là, franchement, je ne pourrais pas faire une idée complète. Faites-nous le lien très rapidement. Mais alors, je suis un simple citoyen, vous êtes un homme politique, donc vous êtes incapable. Ah non, vous n'êtes pas du tout un simple citoyen, monsieur. Vous êtes un homme politique, moi je suis qu'un simple citoyen. Ah non, vous n'êtes pas du tout un simple citoyen. Bien sûr, il n'y a aucun engagement politique au Maroc. Aucun. Tout ce que vous dites du début jusqu'à la fin contre Je suis objectif. C'est pas grave. J'ai un regard de 38 ans à Paris en observant mon pays. Je vis en France depuis 38 ans, j'observe mon pays et ses progrès. Donc j'ai un regard beaucoup plus objectif que vous ne le croyez. Moi j'ai vécu au Maroc 26 ans. Moi je parle d'un vécu. Le Sahara marocain, c'est la seule chose que j'ai soulignée. Soulignez ce que vous voulez, c'est le Sahara occidental. Allez-y, très rapidement. Même au niveau du droit international. Allez-y, s'il vous plaît. Ce que j'étais en train de dire, c'est un discours en fait qui ne prend pas ses responsabilités. Il a autre chose. Sur la question des éléments de langage,
tout ce qui se dit. En fait, depuis le début du règne en 99, on parle toujours de nouvelles stratégies, nouvelle approche, approche mohamédienne, approche hassanienne, nouvelle stratégie. C'est en fait une rhétorique qui accompagne le règne de 1999 jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours nouvelles choses, mais sur la pratique, c'est autre chose. Sur la pratique. Vous là, pensez sur les chiffres, qu'il y a un décalage entre le discours et la pratique politique du roi. Exactement. Et pour revenir sur les chiffres, aujourd'hui au Maroc, on vit avec plus de 86% de personnes, d'actifs, de travailleurs qui n'ont pas de sécurité sociale. Oui, c'est vrai. Alors faire les comparaisons, dans son discours. Faire les comparaisons. Il est urgent de mettre en place on parle d'un ce système, dispositif. voilà, on parle d'un système d'éducation en fait qui est classé 175e selon plusieurs rapports au niveau mondial. On parle d'enseignement en fait qui est critiqué même par des institutions qui ne sont pas des institutions les plus révolutionnaires au monde comme l'UNESCO, comme d'autres. C'est qu'on est arrivé à un point, on est arrivé à un mur et on le regarde. On est en train de le regarder et de dire c'est un mur. On l'a vu depuis très très longtemps ce mur. Merci. Maître Nzamba, là, on parle, c'est paradoxal. Le Maroc fait office sur le continent aujourd'hui d'une puissance continentale. Et là, on se rend compte effectivement que, et le roi le dit, à l'interne, il y a d'énormes inégalités qu'il faut corriger absolument. On peut se demander, mais comment peut-on être aussi puissant à l'extérieur et laisser des sortes d'appendices à l'interne? Écoutez, moi je pense que ce n'est pas du tout paradoxal. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément parce qu'on est une puissance émergente dans une région qu'on a forcément réglé ces problèmes d'inégalité interne. Et on peut citer beaucoup de cas. Hein. Il y a des pays qui sont puissants, même plus puissants sur le plan mondial. Et quand on regarde avec une radioscopie sociale, économique, on voit bien qu'il y a des inégalités. Bon, une fois que cela est dit, cela n'enlève pas le devoir. Le devoir, comme on dit, on le sait, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours veiller autant que faire c'est peu. Et la lutte pour la démocratie est avant tout une lutte pour l'égalité. Voilà, c'est l'égalité, c'est la possibilité de donner à chacun les outils, de pouvoir mettre les capacités au niveau égal, c'est-à-dire que déjà l'instruction, comme on a dit, et puis de donner des formations qualifiantes et la possibilité d'avoir du travail sur le marché économique. Alors moi, ce que je constate, c'est quand même dommage qu'on ait juste eu un extrait, peut-être un extrait de 2 phrases ou 3 phrases, c'est dommage, parce que je vois qu'il y a juste un constat d'échec et je ne vois pas les orientations qui sont données. Elles sont dans voilà, j'espère qu'il y a une... Parce que moi, je me dis que autant que je comprenne le système marocain, c'est une monarchie, il y a un roi. Le roi donne l'impulsion et donne les orientations, et donc c'est le gouvernement qui exécute. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. C'est-à-dire que le roi, en donnant des orientations et en attendant légitimement que le gouvernement exécute ces orientations, a le droit, me semble-t-il, à un moment donné, de faire un point, de dire que voilà, on est arrivé à tel stade, il y a ceci qui a marché, il y a ça qui n'a pas marché. Donc il serait mieux de revoir ceci, de revoir cela. Et ça appartient toujours au gouvernement de pouvoir, dans la pratique, réaliser ces orientations-là. Tout à fait. Maintenant, c'est que les Marocains attendent. Parce que les politiques doivent faire leur travail. Les Marocains, notamment les Rifins, ce qu'ils attendent, ce sont les résultats. Et c'est ce que moi je vois. Voilà, ce sont les résultats. C'est d'attendre qu'aujourd'hui, le problème de l'habitat soit réglé, le problème de la santé soit réglé, le problème de l'emploi, de la formation qualifiante professionnelle soit réglé. Comme l'a dit M. Exactement. Donc pour le reste, c'est des discours. On prend rendez-vous très rapidement. Moi, j'ai tout simplement dit que le Maroc a réussi à enraciner, sous le règne de Mohamed VI, la démocratie et l'état de droit, un développement économique sans précédent et une inscription de l'économie marocaine dans l'économie mondiale, et bien sûr le déploiement en Afrique, son espace naturel. En revanche, ces points-là sont positifs, ils ne sont pas le fruit de je ne sais quelle providence, ce sont des décisions et de l'exécution. Et là, on peut en rendre crédit aussi bien au roi qu'à ceux et celles qui l'ont fait, y compris les entreprises. Et ensuite, il y a des inégalités. Elles sont reconnues et on est en train d'y remédier. Donc on ne peut pas d'un côté, quand c'est positif, dire c'est le hasard, et quand c'est négatif, dire c'est la responsabilité du roi. Là où bien le roi est responsable de tout, y compris des succès,
ou bien il n'est responsable de rien. Au début du règne de Mohamed VI, en fait, il y avait un rapport très célèbre au Maroc qui s'appelle en fait le rapport de la cinquantenaire. Oui. C'est un rapport en gros qui a fait le bilan du Maroc. C'était déjà un rapport catastrophique qui annonçait en fait, qui faisait en gros tout le bilan du Maroc. Ça c'est en 99. Tout le temps. J'avais pas fini ma phrase, c'est que les États-Unis d'Amérique ont 40 millions de pauvres et c'est la première puissance mondiale. Khalid Ramdani, mais c'est pas pour autant qu'il faut se contenter de la pauvreté. Le directeur de l'Institut éthique. On dirait qu'il a envie de les importer au Maroc. D'avoir accepté de participer à ce débat sur le Maroc. Mohamed Jaïd, vous êtes membre du bureau de l'association marocaine des droits humains AMDH ici en France. Vous êtes par ailleurs le secrétaire local de la Voix démocratique. C'est un parti d'opposition marocain. Merci. Merci à vous. D'avoir participé à ce débat. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyste politique. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat sur les politiques, les mesures entreprises par le roi Mohamed VI du Maroc pour résorber la grogne sociale dans la région du Rif. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.